Ces mystères historiques non résolus ont déconcerté les experts pendant des décennies. Les résoudre apporterait la tranquillité aux familles concernées ou changerait notre vision d'une période historique. Mais souvent, les chances de tomber sur des indices qui pourraient éclaircir ces événements inconnus sont extrêmement faibles. La plupart d'entre nous ont rêvé de trouver un trésor dans notre jardin, dans un champ ou même dans les bois. Mais très peu de personnes ont eu la chance de faire une telle découverte. L'un de ces chanceux est un homme nommé Sébastien Hertzeven, qui a fait une découverte remarquable par accident en rénovant une maison. La maison située à Hagen, en Allemagne de l'Ouest, appartient à la tante de Sébastien. Elle a été prise de panique lorsque la maison a été détruite par une inondation qui a frappé la région en 2021 et Sébastien a décidé d'intervenir en effectuant des rénovations. De nombreuses personnes de la région se sont retrouvées démunies après les inondations, qui ont causé des milliards de dollars de dégâts aux bâtiments et infrastructures. La tâche de remettre la maison en état habitable devait être assez décourageante. Mais Sébastien s'y est attelé avec diligence et avait fait de bons progrès lorsqu'il a découvert quelque chose qu'il avait du mal à croire. À un moment donné, il a remarqué une pièce de bois qui avait commencé à pourrir à cause des eaux de l'inondation, et il a décidé de la détacher du mur auquel elle était fixée. Il a remarqué quelque chose d'étrange à l'intérieur du mur et a été stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'un journal datant de 1945, l'année où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée. Alors qu'il était déjà enthousiasmé par cette découverte, le journal n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ensuite, il a sorti une arme à feu de l'époque de la guerre du mur, suivie de masques à gaz, d'aigles du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, et d'une cache de documents ayant appartenu à l'origine à l'entraide populaire nationale-socialiste. Sébastien a dit qu'en retirant de plus en plus d'objets du mur, il avait la chair de poule en comprenant leur grande importance historique et qu'ils étaient restés cachés dans le mur de la maison de sa tante pendant des décennies sans que sa famille ne le sache. Ensuite, il a découvert plusieurs points américains qui étaient utilisés par les soldats allemands pendant la guerre. Mais le plus remarquable, c'est qu'il a trouvé un portrait du dictateur du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ainsi qu'au moins un autre portrait d'un autre membre du même parti. On pense que ces objets ont été cachés dans les murs en 1945, quand l'Allemagne allait perdre la guerre et que la rumeur de l'arrivée des soldats américains à Hagen se répandait. La personne qui a caché les objets devait sûrement prévoir de revenir un jour à la maison pour les récupérer. Mais son identité reste inconnue et son destin demeure un mystère. Il voulait s'assurer que les objets ne tombent pas entre les mains de l'ennemi et ils sont restés derrière ce mur, inaperçus, pendant des décennies. La plupart des gens savent que le roi Louis XVI a perdu la tête pendant la Révolution française. Mais il n'a pas été le seul roi français à subir un sort aussi macabre. L'histoire de la tête du roi Henri IV est l'une des plus étranges de la Révolution, et elle possède une fin qui reste un mystère à ce jour. Henri IV a régné sur la France entre 1589 et 1610. Ancien roi de Navarre, élevé protestant, il se convertit au catholicisme pour hériter de la couronne de France. Malgré ou peut-être à cause de sa propre conversion, il était compréhensif envers les protestants de son pays. En 1598, il a publié un édit garantissant la liberté religieuse aux protestants, un acte qui lui a valu le surnom de Bon Roi Henri. Bien qu'Henri ait été généralement apprécié par son peuple, certains, des deux côtés du clivage religieux, pensaient qu'il les avait trahis. Il a survécu à au moins 12 tentatives d'assassinat, mais sa chance a tourné à Paris en mai 1610. Il a été enterré à la basilique de Saint-Denis, où il allait rester pendant presque 2 siècles. Après que le descendant direct d'Henri, Louis XIV, ait été déposé, certains révolutionnaires voulaient aller encore plus loin. Les corps des anciens monarques ont été sortis de leurs tombeaux et jetés dans une fosse commune. Le titre d'Henri de Bon Roi ne l'a pas excusé de ce traitement, et il a été laissé là avec les autres membres de sa famille. En 1817, environ 21 ans plus tard, la fosse commune a été rouverte. Selon l'histoire, la tête d'Henri manquait à son corps. On ne sait pas exactement quand la tête a été retirée, mais elle ne pouvait apparemment pas être retrouvée dans la tombe. Le mystère semblait avoir été résolu en 1919. Un photographe a acquis une tête momifiée lors d'une vente aux enchères. Le sinistre spécimen semblait être la tête manquante d'Henri. Le photographe a passé le reste de sa vie à essayer de faire authentifier l'artefact.
Il semblait vraiment croire être le propriétaire de ce crâne royal et ne pas chercher à arnaquer. Lorsqu'il est décédé, il a légué le crâne au musée du Louvre, mais le musée a refusé le don. La tête momifiée est passée entre les mains de plusieurs collectionneurs privés avant de réapparaître en 2008. Elle a été retrouvée dans un grenier dans l'ouest de la France et cette fois, l'objet a reçu beaucoup plus d'attention. La technologie avait beaucoup progressé depuis la première découverte du crâne et il semblait possible qu'un certain type de test puisse prouver une bonne fois pour toutes si le mystère était résolu. Les chercheurs ont reconstitué à quoi aurait ressemblé le visage et ont comparé les fibres capillaires ainsi que de petits détails de la peau au portrait du bon roi Henri. Les chercheurs espagnols pensaient que les restes correspondaient au monarque. Les preuves ADN semblaient confirmer que c'était bien le cas. Selon la légende, après que Louis XVI ait perdu la tête, les spectateurs ont tamponné ces restes avec des mouchoirs pour créer des souvenirs morbides de l'événement. Un mouchoir avait été gardé dans une calebasse décorée. En 2013, l'ADN du mouchoir a été comparé à celui de la tête momifiée et il semblait y avoir un lien paternel entre les deux. Mais des recherches ultérieures ont contesté ces deux identifications. La comparaison des deux ensembles d'ADN avec celui des descendants modernes des Bourbons a montré qu'il aurait fallu plusieurs ruptures dans la lignée familiale pour que ces reliques appartiennent au monarque français. Bien que des ruptures dans la lignée paternelle soient possibles, elles impliqueraient aussi des ruptures dans les lignées maternelles. Si la tête momifiée appartenait vraiment au roi Henri IV de France, cela signifierait que quelque part dans l'arbre généalogique, il y aurait eu une relation mère-fille qui n'était pas biologiquement liée. De plus, certains historiens ont émis des doutes sur toute l'histoire de la tête perdue d'Henri. Son corps entier pourrait reposer intact, mais il n'y a aucun projet de déranger à nouveau ces restes pour vérifier. L'éperon en bronze retrouvé au large des côtes de la Sicile n'est pas le seul artefact de la bataille des îles Égades à avoir été récupéré, car les plongeurs tombent régulièrement sur des objets de cette époque, et plus précisément de cette bataille très importante. Des archéologues sous-marins auraient découvert un vaste champ de débris sur le fond marin au large des côtes des îles. La zone est considérée comme le premier champ de bataille naval antique jamais découvert, et elle a livré un trésor d'artefacts que l'on pensait perdus à jamais. Les découvertes les plus courantes sont généralement des vestiges des navires romains et carthaginois qui ont combattu lors de la bataille, dont certains sont encore en grande partie intacts, tandis que d'autres sont retrouvés en mauvais état, ayant été presque entièrement détruits par la flotte ennemie. Un navire de guerre découvert en 1971 dans la lagune du Stagnon, à Marsala, est considéré comme ayant participé à cette bataille. Il a été suggéré qu'à un certain moment, il a dû être abandonné lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans une zone d'eau peu profonde et que cela s'est produit après la fin de la bataille. Parmi les autres artefacts découverts figurent des pièces d'armure portées par les deux camps, une épée en fer de 28 pouces des pointes de lance, des javelots, des fragments de poterie ancienne, des pierres de l'Est et bien sûr, les éperons en bronze mentionnés précédemment. La flotte romaine a ainsi vaincu les Carthaginois. Parmi les reliques les plus couramment retrouvées figurent des casques romains, dont au moins 30 ont été récupérés. Beaucoup sont encore en très bon état, ce qui est surprenant étant donné qu'ils sont restés sous l'eau pendant plus de 2200 ans. Ces casques étaient généralement fabriqués en bronze et leur style Montefortino a été créé à l'origine par les Celtes, mais on pense qu'au IVe siècle avant JC. Ce style a été adopté par la République romaine. Le style habituel comporte une calotte en bronze d'une seule pièce, martelée pour obtenir une forme conique ou hémisphérique. Il avait aussi une petite protection pour la nuque et 2 protège-joues articulés sur la calotte principale. Ces éléments servaient à protéger les côtés de la tête et une partie du visage du soldat, tandis que le bouton au sommet du casque était surtout décoratif car il portait souvent des crêtes, plumes ou crins de cheval. Cela servait non seulement de décoration, mais permettait aussi aux soldats alliés de se reconnaître, minimisant ainsi le risque d'attaquer un allié par erreur. Certains casques comportaient également d'autres décorations, comme un motif de corde autour des bords ou des crêtes spécialisées, par exemple. Ces casques ont été utilisés jusqu'au 1er siècle après J.A. environ, après quoi leur conception a été améliorée en élargissant les protège-nuques et en réduisant la forme conique, qui était souvent inconfortable selon la forme de la tête du soldat. Bien que de nombreux casques portés lors de la bataille des îles Égades aient été retrouvés, un exemple en particulier a fait sensation grâce à sa décoration inhabituelle.
Une équipe de plongeurs a découvert ce casque orné d'un lion dans une posture agressive, ce qui les a surpris. C'était la première fois qu'une décoration de lion était observée sur l'un de ces casques, et l'on suppose qu'il appartenait à un soldat originaire d'une ville alliée à Rome, dont le peuple aurait été influencé par le mythe d'Hercule. Le lion représente probablement la force, où il pouvait indiquer le grade du soldat. Mais comme aucun autre exemple n'a été retrouvé, les historiens ne peuvent que spéculer sur la signification du lion et sur l'identité de celui qui portait le casque lors de la bataille. Pendant 50 ans, les autorités de Chicago ont gardé Tommy O'Connor sur leur liste des personnes en attente de la peine capitale dans la ville. Mais le criminel condamné ne subirait jamais sa peine. Quelques jours avant son exécution, il s'est évadé de prison et a disparu sans laisser de traces. O'Connor était un Irlandais américain qui avait gagné le surnom de Terrible Tommy. Plusieurs histoires circulent sur l'origine de son surnom, dont une où il aurait mordu le doigt d'un boucher ayant surfacturé sa mère. Adolescent, il traînait avec des gangs de rue, mais il a réussi à éviter tout problème avec les forces de l'ordre jusqu'à ses 21 ans. L'un des associés criminels d'O'Connor, un ancien policier, avait été retrouvé mort. Les soupçons se sont portés sur O'Connor et il a été arrêté. Il a été relâché pour des raisons inconnues. Il est possible qu'il n'y ait pas eu assez de preuves pour le condamner, mais certains rapports mentionnaient des affaires louches l'ayant protégé de la prison. Quelle qu'en soit la cause, cela avait changé le 13 mars 1921. 5 policiers sont arrivés au domicile de la sœur d'O'Connor avec l'intention de l'arrêter. Cela aurait dû suffire largement à maîtriser le suspect, mais O'Connor a continué à se battre. Une fusillade a éclaté et dans le chaos, l'inspecteur Patrick O'Neill a été touché par une balle. O'Connor s'est échappé par la porte arrière et a volé une voiture pour fuir. O'Neill a succombé à ses blessures et désormais O'Connor était également recherché pour avoir ôté la vie à un policier. Bien qu'en cavale, Terrible Tommy ne pouvait éviter les ennuis longtemps. En juillet, il a été arrêté dans le Minnesota pour ivresse et trouble à l'ordre public dans un train. Il a rapidement été renvoyé à Chicago, où il a été condamné à la peine capitale pour avoir ôté la vie à O'Neill. Mais ce n'était que le début de sa légende. O'Connor, détenu à la prison du comté, planifiait son évasion. Peu avant son exécution, il a organisé une évasion audacieuse avec 4 autres détenus. Dans sa cellule, il a appelé un gardien. Le gardien s'est approché et le codétenu d'O'Connor l'a maîtrisé avec une clé de tête. O'Connor a saisi les clés et a déverrouillé la cellule avant de frapper le gardien jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les prisonniers se sont évadés par la cour. De l'autre côté des murs, O'Connor est monté dans une voiture mais a eu du mal à la contrôler sur les routes verglacées. Il s'est écrasé mais a pu s'échapper du véhicule. Ensuite, son sort reste inconnu. De nombreuses histoires circulent sur le destin de ce criminel dangereux. Certains pensent qu'il a réussi à s'enfuir au Canada ou qu'il est, d'une manière ou d'une autre, retourné en Irlande. Dans certaines histoires, il a continué sa vie de criminel avec des braquages à main armée ou même en tant que membre de l'IRA en Irlande. Dans d'autres histoires, il a réussi à mener une vie tranquille, loin du monde criminel. À Chicago, la peine d'O'Connor est restée inchangée. Dans les années 1950, 30 ans après sa disparition, une ordonnance du tribunal obligeait la ville à entretenir la potence qui avait été installée pour lui au cas où il serait un jour capturé. Cet appareil est resté inutilisé pendant plus de 50 ans avant d'être démonté en 1977 et vendu au musée Ripley's Believe It or Not. À ce stade, O'Connor aurait eu plus de 80 ans s'il était encore en vie. La bataille des îles Égades n'est pas celle que la plupart d'entre nous connaissent, mais cela peut se comprendre puisqu'elle a eu lieu le 10 mars 241 avant Jésus-Christ. Elle a opposé les flottes de Carthage et de la République romaine et faisait partie de la guerre punique. En fait, cette bataille fut la toute dernière escarmouche navale de cette guerre, qui avait commencé en 264 avant Jésus-Christ. À cette époque, Carthage avait établi une puissante flotte maritime dans l'ouest de la Méditerranée, mais les Romains décidèrent qu'ils voulaient contrôler Syracuse car elle était considérée comme la cité-État la plus puissante de l'île de Sicile. Le début de la guerre ne se passa pas bien pour les Carthaginois, puisqu'ils furent vaincus lors de plusieurs batailles qui eurent lieu entre 260 et 255 avant Jésus-Christ. Cela était principalement dû à l'invention du Corvus, qui permettait aux Romains de saisir les navires ennemis, ce qui les rendait plus faciles à aborder. Suite à cela, l'armée romaine subit d'énormes pertes à cause d'une tempête qui décima leurs navires.
Et on pense que le Corvus pourrait avoir joué un rôle dans cette situation, car il était extrêmement lourd et aurait pu rendre les navires instables. En 250 avant Jésus-Christ, les Romains avaient reconstruit leur flotte et décidèrent de bloquer la principale base carthaginoise. Pour ce faire, 200 navires de guerre furent utilisés, mais un an plus tard, les Carthaginois avaient vaincu les forces romaines à Drépana et à Phintias, laissant les Romains abattus. 2 ans plus tard, après que la guerre eut fait rage pendant 15 ans, Rome avait pris le contrôle de la majeure partie de la Sicile, et les Carthaginois ne contrôlaient plus que Lilybée et Drépana. Plus de navires s'y furent envoyés dans ces 2 zones pour renforcer le blocus. Les soldats à Lilybée et Drépana commencèrent à souffrir, car aucun ravitaillement ne pouvait être envoyé dans ces villes, mais ils réussirent à obtenir 250 navires de guerre, après quoi la bataille des îles Égades commença. Les Carthaginois étaient commandés par Hanon, fils d'Hannibal, et les Romains par le chef naval Caius Laetadius Catulus. Dès que Catulus aperçut les navires carthaginois, il ordonna à ses hommes d'abandonner le blocus et de se préparer au combat. Les 2 flottes se sont affrontées près de l'île de Porbentia, et les navires romains ont commencé à éperonner les vaisseaux ennemis avec leurs éperons en bronze. 50 navires carthaginois furent coulés et 70 autres furent capturés. Les Romains perdirent 30 navires et 50 autres furent endommagés. Les Carthaginois n'eurent d'autre choix que de battre en retraite, et la fin de la guerre punique était proche, les Romains en sortant vainqueurs. On parle encore de cette bataille aujourd'hui, et en 2024, les historiens ont été surpris d'apprendre que des artefacts provenant de cette même bataille avaient été découverts au large de la côte ouest de la Sicile. L'un des éperons en bronze qui équipaient les navires de la flotte romaine a été retrouvé à une profondeur d'environ 80 mètres près des îles Égates, puis il a été récupéré par des plongeurs de la Société pour la documentation des sites sous-marins. Après sa récupération réussie, il a été transporté sur l'île de Favignana, où les archéologues ont pu l'étudier en détail. Il est décrit comme étant décoré de casques de style Montefortino et de 3 plumes sur le dessus. Au début, les inscriptions étaient illisibles à cause des dépôts de coquillages. On espère que d'autres artefacts seront récupérés dans cette zone à l'avenir et que nous aurons encore plus d'informations sur cette bataille historique. Le film muet de 1917 Cléopâtre était un film très coûteux et marquant, dont il ne reste aujourd'hui que moins d'1 minute sur les 2 heures originales. Produit par William Fox, il mettait en vedette Theda Bara, une grande star connue sous le nom de Vampire, qui a popularisé l'archétype du vampire. Le coût du film, compris entre 250 000 et 500 000 $, ce qui représenterait aujourd'hui plus de 12 millions, était sans précédent. Financement, des décors élaborés et 50 costumes pour Theda Bara, un record battu en 1963 par la version ultérieure de Cléopâtre. Film. L'intrigue, vue par environ 5 millions de personnes lors de sa première année, mettait en scène Cléopâtre séduisant Jules César et Marc-Antoine. Avec une touche supplémentaire, un prêtre égyptien qu'il aime lui offre les richesses de sa famille et fournit plus tard le serpent fatal. Succès au box-office, rapportant 1 million de $, le film n'a pas été conservé. Beaucoup de films muets ont disparu à cause de la négligence ou de la réutilisation de l'argent des boîtiers. Les 2 dernières copies, connues de Cléopâtre, ont été détruites lors de l'incendie des archives Fox en 1937, causé par de mauvaises conditions et la décomposition des films. Et la copie personnelle de Theda Bara s'est également désintégrée. En 2023, on ne connaissait qu'environ 20 secondes de séquences existantes. Mais un fragment de 40 secondes a été retrouvé en août dans un projecteur jouet acheté sur eBay et mis en ligne sur YouTube. En 1836, ce qui est sans doute la plus célèbre escarmouche de l'histoire du Texas, a eu lieu et a commencé à l'Alamo, situé à San Antonio. La bataille a opposé des rebelles volontaires texans, également connus sous le nom d'Armée du Peuple, qui cherchaient à obtenir l'indépendance du Mexique, et l'armée mexicaine qui visait à mettre fin à la rébellion. Tout a commencé en 1835, après l'abrogation de la Constitution du Mexique, qui a été remplacée par les 7 lois, et ce faisant, a également remplacé le système fédéral par un gouvernement centraliste. Cela a été fait dans l'espoir de stabiliser le pays, mais cela a eu l'effet inverse, car les gens ont commencé à protester en masse. Cela a été fait parce qu'avec ces nouvelles lois, les droits de vote des citoyens étaient restreints et les États étaient transformés en départements.
Ces lois stipulaient que seuls les citoyens ayant des revenus supérieurs à un certain montant seraient autorisés à voter, ce qui excluait la majorité de la population. Elles stipulaient également que le président pouvait influencer, modifier ou restreindre les législatures locales à sa guise. Et elles ont établi le pouvoir exécutif suprême, composé de 5 personnes chargées de choisir un nouveau président lorsque cela était nécessaire. Les anciens États fédéraux sont devenus des départements militaires, passant aussitôt sous l'autorité du gouvernement fédéral. Enfin, ces lois ne pouvaient pas être modifiées pendant au moins 6 ans, et il est vite devenu évident que le public n'était pas satisfait de ces changements. Peu après, la révolution du Texas a débuté. La première de ces batailles, la bataille de Gonzales, a eu lieu le 2 octobre 1835, Serge. Elle a commencé lorsque le gouvernement mexicain a exigé le retour d'un petit canon qui avait été prêté aux colons texans en 1831, alors qu'ils repoussaient des attaques amérindiennes. Les Texans ont refusé de le rendre et ont caché le canon, après quoi ils ont hissé le célèbre drapeau « Venez le prendre ». Quand les Mexicains ont attaqué Gonzales, le canon a tiré sur eux, les forçant à battre en retraite. En février 1836, des soldats mexicains ont été aperçus en train de marcher vers l'Alamo. Et il était clair qu'un siège était imminent. Mais cet après-midi-là, environ 1500 soldats mexicains étaient arrivés et bientôt, les combats ont commencé. Au cours des 13 jours suivants, la bataille de l'Alamo a fait rage et lorsque tout fut terminé le 6 mars de cette année-là, les murs de l'Alamo avaient été franchis et les Texans furent vaincus. Cela reste une bataille d'une grande importance historique et il n'est donc pas surprenant que des archéologues fouillent souvent la zone à la recherche d'artefacts provenant de l'affrontement. En 2026, des chercheurs ont découvert un boulet de canon en bronze intact qui avait probablement été tiré lors des préparatifs de la bataille de l'Alamo. Il était enfoui sous 1 mètre de terre et a été retrouvé près du coin nord-est de l'église de l'Alamo. Comme il est en bronze, les historiens pensant qu'il a été tiré par le camp mexicain, bien qu'il soit possible qu'il ait été retourné contre eux par les Texans. Les chercheurs ont été stupéfaits par cette découverte qui a eu lieu pendant les travaux de rénovation à l'Alamo. Et ils sont curieux de voir si d'autres objets similaires seront découverts au fur et à mesure que les fouilles se poursuivent. Le matin du 14 avril 1903, une femme se rendant au travail a fait une découverte troublante. Le corps d'un homme avait été entassé dans un tonneau et abandonné sur la 11e rue Est à New York. Il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour identifier les personnes qu'elles pensaient responsables, mais personne n'a jamais été reconnu coupable du crime. L'affaire de l'homme dans le tonneau serait l'une des premières histoires liées à la mafia américaine, à attirer une attention médiatique importante. Rien dans le tonneau n'identifiait l'homme. Quelques jours plus tard, sa photo parut dans les journaux locaux, attirant l'attention sur ce crime macabre. Une personne qui a reconnu l'homme était le chef du secret service, William Flynn. À cette époque, la mission principale du secret service était d'enquêter sur la fausse monnaie. La contrefaçon était devenue un problème sérieux à New York. Le secret service ont arrêté de nombreux revendeurs de faux billets, mais les chefs du réseau restaient insaisissables. Flynn menait une enquête sur l'organisation dirigée par Giuseppe Morello. Morello était un immigré sicilien et le chef de l'une des organisations criminelles les plus puissantes de la région. Alors que le secret service ciblait la criminalité financière, Morello était aussi impliqué dans des actes violents, dont une attaque mortelle contre sa femme de ménage. Dans la nuit du 13 avril, une équipe d'agents du secret service se préparait pour une opération piège. Ils observaient Morello et un groupe de ses associés à son quartier général. Les plans ont changé lorsqu'un inconnu est apparu. Aucun des agents ne savait qui était cet homme, mais il semblait familier aux associés de Morello. Il a été amené à l'intérieur et on ne l'a jamais revu. Flynn a reconnu l'homme dans le tonneau comme l'étranger mystérieux. Après la publication de la photo, la police a reçu une lettre étrange et énigmatique. Elle ne donnait pas son nom, mais précisait qu'il venait de Buffalo et était à New York pour obtenir de l'argent. La lettre leur disait de parler à un homme nommé De Primo à la prison de Sing Sing. Giuseppe De Primo avait récemment été condamné pour son rôle de revendeur dans l'opération de contrefaçon. La police lui montra une photo de l'homme dans le tonneau et l'identifia comme étant Benedetto Madonia, son beau-frère. De Primo expliqua pourquoi Madonia était à New York. Après son arrestation, sa famille avait envoyé $1000 à son patron pour aider à payer sa défense. C'était une somme considérable à l'époque et cela aurait dû suffire à payer un bon avocat. Mais son patron avait empoché l'argent et avait laissé De Primo à son sort.
Il a écopé de 4 ans de prison. Madonia était venu récupérer l'argent. Il avait d'abord rendu visite à 2 primos en prison pour prendre de ses nouvelles. Le plan était de faire appel ou de demander son transfert dans une autre prison. La police a compris que Madonia avait fait cela avec le gang de Morello la nuit précédant la découverte du corps. Morello et ses plus proches associés ont été arrêtés. La police avait plus que le témoignage de 2 primos. Madonia avait emporté une montre de poche à New York. Cela a été découvert chez un prêteur sur gage local et l'associé de Morello, Ox Peto, a été retrouvé avec le ticket de gage. Un bout de cigare de la même marque que celui de Peto a aussi été retrouvé dans le tonneau et d'autres témoins ont vu Morello et Madonia ensemble. Malheureusement, Morello était prêt à engager les meilleurs avocats et de nombreux témoins ont mystérieusement modifié leur témoignage durant le procès. Le jury n'a pu condamner personne dans cette affaire et les charges contre tous les impliqués ont été abandonnées. Personne n'a jamais été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à Madonia et le crime reste officiellement non résolu. Beaucoup pensent que les mafieux étaient responsables de ce crime. Madonia aurait menacé d'alerter la police avec des preuves de leur crime s'ils ne rendaient pas l'argent. Autrement, Morello n'a peut-être tout simplement pas apprécié que quelqu'un lui tienne tête. Mais il y avait aussi une faible chance que Madonia soit sorti vivant de la rencontre, pour ensuite tomber par hasard sur un agresseur sans lien avec l'affaire. En mars 2026, des archéologues travaillant près de l'ancienne ville d'Hippos, à l'est de la mer de Galilée, ont fait une découverte des plus inattendues. Ils pensent qu'elle remonte à l'invasion romaine d'Antioche Hippo, qui a eu lieu vers 64 avant Jésus-Christ. À cette époque, les forces militaires n'utilisaient pas d'armes à feu comme aujourd'hui. Les armes les plus courantes pendant les guerres étaient les lances, les épées et parfois des frondes capables de causer plus de dégâts qu'on ne le pense. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues dirigée par Michael Eisenberg de l'université de Haïfa en Israël, alors qu'ils cherchaient des artefacts anciens dans la nécropole sud d'Antioche Hippo. À un moment donné, un membre de l'équipe est tombé sur un projectile d'apparence étrange et il l'a remis à Eisenberg qui l'a examiné de près. Il a immédiatement reconnu que c'était un projectile différent de tout ce qu'il avait vu auparavant, principalement parce qu'il portait une inscription. Sur ce projectile était inscrit le mot grec « matho », qui se traduit en anglais par « learn », apprendre. Mais si l'on considère l'époque à laquelle l'inscription a été faite, une traduction plus précise pourrait être « ça t'apprendra ». On avait suggéré qu'un nom figurait sur le projectile, mais cela a été réfuté. En effet, ce mot particulier n'a été utilisé pour désigner le nom de quelqu'un qu'à 2 reprises auparavant. Les historiens sont convaincus qu'il s'agissait presque sûrement d'une provocation envers les ennemis de celui qui le lançait. La plupart des historiens pensent que le projectile a servi lors d'une bataille à l'époque hellénistique, Hippos y ayant participé. Mais des recherches supplémentaires seront menées pour déterminer plus précisément de quelle bataille il s'agissait. La première de ces batailles a eu lieu avant la construction de Hippo, alors qu'une forteresse se trouvait à sa place. La forteresse a été renversée en 199 avant Jésus-Christ, après quoi les Séleucides ont établi la polie de Hippo. Le projectile pourrait également remonter à une bataille entre Hippo et les forces du roi Alexandre Janet, qui ne s'est pas déroulée comme prévu au début. Lors de la première attaque contre la ville, en 101 avant Jésus-Christ, les hommes du roi ont rapidement été submergés et ont dû battre en retraite. Ils sont revenus en 83 et cette fois-là, ils ont réussi à prendre le contrôle de la ville. Le projectile aurait servi lors de cette bataille, car il a été trouvé près d'une route romaine bâtie sur une ancienne voie grecque hellénistique. Toute force attaquant la ville serait sans doute venue de cette direction, le chemin menant directement à la porte principale. Alors que le débat à ce sujet se poursuit, le projectile a été étudié de plus près. Les historiens ont découvert qu'il avait été fabriqué avec un moule en 2 parties. L'arrière du projectile est sans particularité avec une seule arête traversant le milieu, tandis que l'avant est lisse et porte l'inscription en question. L'inscription qu'il porte était presque certainement destinée à narguer l'ennemi, et à l'époque, son propriétaire a dû trouver ce stratagème assez amusant. 69 projectiles similaires ont été découverts dans cette région au fil des ans, mais seulement 3 ont été documentés. Ils remontent à différentes périodes historiques et 2 d'entre eux contiennent des décorations. L'un porte une inscription représentant un éclair, que les historiens pensent symboliser Zeus, tandis que l'autre est décoré d'un scorpion, probablement pour symboliser Scorpius, un scorpion géant envoyé par Gaïa, la terre-mère, pour tuer le géant Orion selon la mythologie.
Nous ne saurons jamais si le projectile a été lu par un soldat ennemi et des recherches supplémentaires pourraient apporter plus de réponses dans les semaines et les mois à venir. À travers tout le Far West américain, il existe de nombreuses histoires et légendes sur des mines d'or perdues. La plus célèbre d'entre elles est la mine du Hollandais perdue, mais ce n'est pas la seule. Ces histoires inspirent l'exploration et beaucoup se sont lancés à la recherche de trésors pour finir par rencontrer un destin tragique. Une mine légendaire qui a inspiré l'exploration a en réalité abouti à une découverte incroyable, mais pas celle à laquelle quelqu'un du groupe s'attendait. Cependant, la mine d'origine reste un mystère. Le premier Américain d'origine européenne à avoir vu le lac du cratère en Oregon était John W. Hillman. Le lac était bien connu des Amérindiens qui considérèrent cette région comme leur foyer depuis des millénaires. On pense que les Indiens Klamath vivaient dans la région avant même que le lac n'existe. Leur légende raconte une bataille féroce entre deux dieux qui s'est finalement terminée par la défaite de l'un d'eux, scellé sous la terre, et le lac paisible placé au-dessus. Ce n'était pas la légende que Hillman cherchait lorsqu'il est tombé par hasard sur le lac. Il est peu probable que lui ou les autres membres de son groupe en aient eu connaissance. Il cherchait un trésor. Plusieurs histoires existent sur l'origine de la mine de la cabane perdue au lac du cratère. On raconte qu'un prospecteur blessé, attaqué par des Amérindiens, a été trouvé sur la route et ne survivrait pas. Un groupe d'hommes a essayé de l'aider, mais cela n'a servi à rien. Avant de mourir, il a dessiné une carte qui devait conduire les hommes à la mine perdue. Une histoire plus détaillée évoque un homme connu uniquement sous le nom de Set 'em Up. Il est apparu dans la ville californienne d'Eureka au début des années 50. En hiver, il se trouvait souvent à la taverne locale, offrant des consommations à tous. Il disait « Set 'em Up », ce qui devint finalement son surnom. Il ne disait jamais d'où venait l'argent. Chaque printemps, Cervellet quittait la ville et revenait avec sa fortune à l'automne. Un jour, alors qu'il était ivre, il a laissé échapper qu'il avait trouvé une riche veine d'or quelque part dans l'Oregon. Il a construit une cabane près de là et passé l'été à chercher de l'or. Les Amérindiens locaux connaissaient l'or et le protégeaient farouchement. Un automne, Set 'em Up n'est jamais revenu. Il avait apparemment laissé une carte, ce qui poussa des habitants d'Eureka à chercher la mine. Ils supposèrent que Set 'em Up avait perdu la vie, soit aux mains des Amérindiens locaux, soit à la suite d'une chute. Quelle que soit l'origine de l'histoire, en 1853, un groupe de prospecteurs partit à la recherche de la mine de la cabane perdue. Le groupe venait à l'origine de Californie, mais après être arrivé en Oregon, leur recherche attira l'attention. D'autres les ont rejoints, y compris John Hillman. Les hommes n'ont pas eu de chance à trouver la mine mystérieuse, mais en cherchant de la nourriture, John Hillman a découvert le lac du cratère. Selon l'histoire, c'est la mule de John Hillman qui a repéré la pique au bord du lac en premier et s'est arrêtée avant que ni elle ni son cavalier ne tombent dedans. Le lac profond semblait presque aussi mystérieux que la mine perdue pour John Hillman, qui voulait l'appeler le lac mystérieux. D'autres membres du groupe voulaient l'appeler le lac bleu. Cette découverte fut peu importante pour les prospecteurs et ne devint connue que plusieurs décennies plus tard. Pour eux, la mine comptait avant tout. Malheureusement pour eux, il n'y avait aucune trace de cabane en rondin ni de mine secrète à trouver. Et à ce jour, comment l'histoire de la mine de la cabane perdue a commencé, et s'il y avait une part de vérité là-dedans reste un mystère. Le Graf Zeppelin était un navire de 850 pieds qui est devenu la pièce maîtresse de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il n'ait jamais participé à aucun combat durant le conflit. Sa construction a commencé en 1936 et il a été présenté par les Allemands comme une réalisation technique grandiose. Cela s'explique surtout parce que l'armée allemande avait construit le navire sans modèle fonctionnel. Avant que le Zeppelin ne soit terminé, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. La priorité a été donnée à la construction des célèbres sous-marins de l'armée, et le Graf Zeppelin a été remorqué jusqu'à Danzig, où il a été entreposé. Finalement, il a été remorqué jusqu'à un ruisseau qui se jetait dans l'Oder, et là, il a été sabordé alors que l'armée rouge approchait. Plus tard, il a été redécouvert par des soldats soviétiques, et l'armée soviétique a commencé à rénover le navire, mais il a finalement été détruit. Cependant, les historiens ont tendance à ne pas être d'accord sur la façon dont le Zeppelin a connu sa fin ultime. Certains pensent qu'en route vers l'Union soviétique, il a explosé après avoir heurté une mine terrestre. Une autre version dit que les soldats soviétiques voulaient le remplir d'objets de guerre volés et de biens précieux, mais ont mal calculé.
Selon cette théorie, le navire est devenu surchargé, et lorsqu'ils sont entrés dans une tempête en mer Baltique, ils n'ont pas pu le contrôler et il a sombré sous les vagues. Mais aucune de ces théories n'a été prouvée. L'auteur Ulrich Israel a une autre théorie pour expliquer ce qui est arrivé au dirigeable. Il est d'accord pour dire que sa construction n'était pas terminée lorsqu'il a été remorqué par les Soviétiques en août 1947, mais ils avaient un objectif très précis en tête. Ils ont décidé que le Zeppelin leur offrirait l'occasion idéale de s'entraîner à couler un porte-avions étranger, et il a été utilisé comme cible d'entraînement dans ce but précis. Finalement, Israël affirme qu'il a été touché par 2 torpilles et coulé. Durant près de 60 ans, il est resté là où il avait coulé, mais personne n'a pu le retrouver. Ce n'est qu'en 2006 qu'il a été redécouvert, alors que des ouvriers polonais cherchaient des gisements de pétrole dans la mer Baltique. Après l'annonce de la découverte, on a pensé que l'épave du Zeppelin était allemande, mais le ministère allemand de la Défense a précisé que la propriété restait à discuter. Un historien polonais a déclaré à un média que les autorités allemandes ont toujours été réticentes à discuter de l'emplacement du dirigeable, et il a supposé que cela avait un lien avec le secret, ou que le vaisseau contenait une cargaison que l'armée allemande ne voulait pas que l'on découvre. Il a ensuite été révélé que les pêcheurs de la région se plaignaient de perdre constamment leurs filets dans la zone où le Zeppelin a été retrouvé. Et on sait désormais que leurs filets s'accrochaient à l'épave et étaient donc déchirés. Après la découverte, les mesures ont montré que l'épave était enfouie à environ 85 mètres sous l'eau et qu'il n'y avait donc pratiquement aucune chance de la retirer en raison de sa taille et de son poids énorme. Il est probable qu'elle restera là où elle a été trouvée, car toute tentative de la retirer serait extrêmement coûteuse. Et puisque les matériaux utilisés pour la construction du Zeppelin auront été corrodés par la mer au fil des années, ils ne pourront même pas être réutilisés. La famille Fitzgerald est aujourd'hui connue comme l'une des familles nobles les plus puissantes d'Irlande. Ils ont commencé à prendre le pouvoir après la conquête normande et sont en réalité d'origine normande. Mais après quelques générations, les Fitzgerald allaient s'intégrer à de puissantes familles gaéliques. L'un de ceux qui a joué un rôle clé dans l'intégration des Fitzgerald parmi les Irlandais était Gerald Fitzgerald. Comme beaucoup de familles nobles puissantes, des légendes et des récits mythologiques ont été associés à certains des plus anciens et des plus puissants ancêtres des Fitzgerald, y compris Gerald. Il devient alors difficile de distinguer réalité et fiction et de savoir ce qui est vraiment arrivé aux personnages historiques. La véritable histoire de Gerald Fitzgerald est peut-être perdue pour l'histoire. Selon les archives historiques, Gerald Fitzgerald était le fils de Maurice Fitzgerald, premier comte de Desmond, et de sa 3e épouse, Evelyn. Le Fitzgerald aîné a aidé à mener une rébellion contre la couronne normande et semblait être relativement populaire parmi ses pairs. La rébellion a échoué et Maurice a été emprisonné un temps, puis finalement libéré. Après sa mort, ses titres ont été transmis à son fils aîné. Ce fils est décédé sans héritier et Gerald est devenu le 3e comte de Desmond. On connaît peu de détails concernant sa vie réelle. Il fut brièvement nommé Lord Chief Justice d'Irlande, mais estima qu'il serait difficile de protéger ses terres tout en exerçant cette fonction. La plupart des faits rapportés sur la vie de Gerald concernent des batailles avec d'autres nobles et des combats contre les Irlandais gaéliques. Le Gerald qui a réellement existé est surtout connu pour sa poésie. Il pouvait écrire en anglais normand, mais écrivait plus souvent en irlandais, ce qui fut une étape importante pour amener sa famille à adopter la culture du pays où il vivait. Gerald Fitzgerald a disparu des archives historiques en 1398 à l'âge de 63 ans. Ses titres furent transmis à son fils, et ce qu'il est advenu de lui reste inconnu. Compte tenu de son âge, il est probable qu'il soit décédé de cause naturelle, mais il ne semble exister aucune trace de cela. Ici, les légendes comblent les lacunes. Selon une histoire, Fitzgerald était en réalité le fils d'une déesse irlandaise, Ed. Son père a surpris Ed en train de se baigner et lui a volé son manteau, ce qui lui a donné le contrôle sur elle. L'histoire mélange la mythologie celtique traditionnelle avec des récits courtois venus de France. Gerald était le fruit de cette relation, et il a gardé toute sa vie un lien avec l'autre monde. On disait qu'il était capable de faire de la magie, mais il le faisait dans une pièce privée, à huis clos. Un jour, sa femme lui demanda si elle pouvait voir ce qu'il faisait. Il accepta, à condition qu'elle reste silencieuse. Fitzgerald se transforma alors en une série de choses. Une transformation choqua tellement sa femme qu'elle cria. Une version de l'histoire raconte qu'il a disparu,
et dans une autre, tout le château où il résidait a sombré au fond d'un lac. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats utilisaient souvent les cratères de bombes pour jeter leurs déchets, évitant ainsi de passer des heures à creuser des trous. Ainsi, ces cratères de bombes sont devenus des terrains de chasse fertiles pour les collectionneurs de souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et cette idée a séduit le personnel du musée de la base aérienne de Diemen, située près d'Arnhem aux Pays-Bas. En octobre 2014, ils fouillaient certains des cratères créés par les bombardements sur l'aérodrome, mais ils étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient découvrir. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis au jour le nez d'un avion de combat ME-262 qui était considéré comme l'un des plus avancés de son genre à l'époque de la guerre. En continuant à creuser, ils ont finalement découvert le pare-brise de l'avion et 4 ouvertures d'armement, ainsi que ses canons montés sur le nez. Peu après, ils ont atteint les ailes de l'appareil et l'excavation a alors commencé à rencontrer des problèmes. Les fouillés ont continué à la main et à la pelle, mais ils se sont vite rendus compte qu'en utilisant cette méthode, il leur faudrait énormément de temps pour dégager l'avion en entier. Le train d'atterrissage de l'avion était totalement bloqué, le longeron principal s'étant enfoncé profondément dans le sol. Ils ont arrêté pour la journée puis repris la récupération le lendemain matin avec des engins de terrassement. Malgré tout, ils n'ont pas réussi à faire bouger l'aile visible, mais il a été déterminé que la seconde aile avait été enterrée sous le reste de l'appareil. Au début, on a supposé que l'avion était un chasseur-bombardier ME-262A2H Sturmgewehr, puisque seuls 2 canons étaient visibles. Mais cela a été corrigé plus tard lorsqu'on a découvert que 9 avions ME-262 avaient été abattus au-dessus des Pays-Bas pendant la guerre. 6 d'entre eux ont été abattus au-dessus du Brabant, un au-dessus de la Frise, un autre au-dessus de Vorden et un de plus au-dessus d'Eilden. On a supposé que l'avion retrouvé sur l'aérodrome était celui abattu par erreur au-dessus d'Eilden, car c'était celui qui était le plus proche de l'aérodrome. Un fragment de revêtement qui a été récupéré portait le numéro 130 026. Et après consultation de la base de données, il a été déterminé que cet avion était un ME-262 qui avait été construit à l'usine Messerschmitt de Leipzig. Après des recherches supplémentaires, il a également été découvert qu'il s'agissait du tout premier ME-262 jamais produit et qu'il représentait donc une pièce importante de l'histoire militaire. Les circonstances ayant mené à l'enfouissement de l'avion à l'endroit de sa découverte. La conception de l'avion étant secrète et celui-ci ayant été abattu par erreur par des tirs amis allemands, l'armée allemande ne pouvait risquer que l'épave tombe entre de mauvaises mains, ce qui aurait révélé la conception aux ennemis. Au lieu de cela, il a été secrètement transporté vers l'aérodrome qui était alors sous le contrôle de la Luftwaffe, où il a ensuite été enterré dans l'un des cratères de bombes, avec plusieurs autres équipements. Manning Kimmel, fils de l'amiral Husband E. Kimmel, qui a été tenu responsable de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, était un officier de la marine américaine qui espérait surmonter la mauvaise réputation de son père. Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie navale en 1935, il a suivi une formation au service sous-marin, devenant finalement le commandant de l'USS Robalo. Dans le Pacifique occidental, le Robalo harcelait les navires de ravitaillement japonais. Lors de sa 3e patrouille, le 26 juillet 1944, le Robalo a heurté une mine au large de l'île de Palawan et a coulé rapidement. Quelques marins auraient survécu au naufrage initial, nagé jusqu'à la côte et ont été capturés par les Japonais alors qu'ils tentaient de rejoindre les guerrilleros philippins. Certains sont morts sur la plage, d'autres ont été emprisonnés et interrogés. Ils ont transmis la nouvelle du naufrage à l'armée américaine en glissant un mot à un autre prisonnier de guerre. Le sort de Manning Kimmel est inconnu. Sa famille a d'abord appris qu'il avait coulé avec le navire, mais des informations ultérieures ont suggéré qu'il était peut-être parmi les survivants. Les survivants du Robalo n'ont pas passé longtemps en prison, et des rapports contradictoires affirmaient qu'ils avaient soit été tués en représailles, après que des avions américains aient été aperçus, soit placés sur un navire dont la destination reste inconnue. Pendant plus de 3 décennies, un Allemand de 78 ans a caché un secret dans la cave de sa maison, mais après que la police a reçu un renseignement d'un particulier, sa maison a été perquisitionnée et le secret a finalement été révélé aux autorités. Selon l'objet en question, il est illégal de posséder des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. La plupart des souvenirs, tels que trousseau médical, écussons et médailles, sont légaux à posséder, mais des règles plus strictes concernent les armes de guerre, surtout si elles sont encore fonctionnelles.
Cela n'a pas empêché l'homme en question, nommé Klaus Dieter Flick, de collectionner tous les souvenirs qu'il pouvait trouver. Et en 2015, cela a conduit à ce qu'il se retrouve du mauvais côté de la loi. Selon ses amis et sa famille, Flick est un homme économe qui passe la plupart de son temps seul par choix. Ses voisins savaient toujours qu'il collectionnait des objets de la guerre. Mais lorsqu'il a été révélé qu'il avait également stocké des objets interdits, ils ont été choqués. On a d'abord soupçonné qu'il possédait certains de ces objets en 2005 et les autorités ont ordonné une perquisition au domicile de Flick. Lorsque cela a été fait, plusieurs armes illégales ont été trouvées, mais grâce aux arguments concernant les licences nécessaires et les poursuites judiciaires qui s'en suivraient, rien n'a été fait. 10 ans plus tard, la police de Berlin a appris que Flick pourrait cacher certaines œuvres d'art que le public n'était pas autorisé à posséder. Et une deuxième perquisition a été menée. Cette fois, ils sont tombés sur le reste de sa collection, qui s'est avéré être hautement illégale. Il n'avait pas seulement collectionné des objets interdits, comme des uniformes, des fanions et des lampes contenant un certain symbole prohibé. Mais au fur et à mesure que la perquisition avançait, la situation ne faisait qu'empirer. Il avait également entreposé une réplique d'une fusée V1. Mais le plus surprenant de tout fut la découverte d'un charpentier qu'il cachait dans son sous-sol. La maison avait été transformée en quelque chose qui ressemblait à une forteresse et il a fallu près de 9 heures à 20 soldats pour retirer tous les objets illégaux, y compris le char, qui avait été sorti à l'aide de treuils fixés à des véhicules blindés. Ils ont aussi trouvé un canon anti-aérien de 88 mm et Flick a été inculpé pour infraction à la loi sur le contrôle des armes de guerre et à la loi sur les armes à feu. Il a finalement écopé d'une peine de 14 mois avec sursis. Le SS Normandie était autrefois le paquebot le plus luxueux au monde. Lorsqu'il a pris feu en février 1942, des rumeurs de sabotage ont immédiatement circulé. Une enquête du FBI a prouvé qu'il ne s'agissait que d'un accident, mais certains doutent encore de cette conclusion officielle. Le Normandie était un navire français qui traversait l'Atlantique depuis des années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la France a déclaré la guerre, le navire était à quai à New York. Plutôt que de risquer qu'il soit attaqué lors du voyage de retour, la compagnie a laissé le Normandie en Amérique avec un équipage réduit pour que tout continue de fonctionner sans problème. Le gouvernement américain a pris le contrôle du navire après la reddition de la France aux puissances de l'Axe. Lorsque l'Amérique est officiellement entrée en guerre, le Normandie est devenu un atout précieux. Il a été décidé de transformer le luxueux navire en transport de troupes. Il avait pu accueillir bien plus de 1000 passagers en tant que paquebot de luxe et pourrait transporter encore plus de soldats une fois les travaux de réaménagement terminés. Le navire a également été renommé USS Lafayette, en l'honneur du général français qui a combattu pendant la Révolution américaine. Les travaux commencèrent sur le Lafayette, fraîchement rebaptisé, au début de l'année 1942. On pensait que cela durerait 1 mois, mais l'échéance a été repoussée jusqu'en février. Pendant les travaux, les journalistes locaux s'interrogeaient sur la sécurité des quais. Tout le monde savait qu'il y avait des sympathisants allemands aux États-Unis. Un réseau d'espions allemands avait été démantelé, mais il y en avait probablement bien d'autres, cachés à la vue de tous. Un journaliste a décidé de tester à quel point il serait facile de saboter le Normandie. Il a trouvé un emploi sur les quais et pouvait accéder librement au navire. S'il avait voulu commettre un acte malveillant, cela n'aurait pas été difficile. Si l'on en croit la version officielle, il n'aurait pas été nécessaire qu'il se passe quoi que ce soit de malveillant. Dans l'après-midi du 9 février, un ouvrier nommé Clément Déric utilisait un chalumeau pour découper des raccords à bord du navire. Un autre ouvrier était censé attraper les étincelles avec une plaque d'amiante, mais à un moment donné, il a dû se détourner pour parler à quelqu'un d'autre. Les étincelles sont tombées sur des gilets de sauvetage très inflammables, recouverts de toile de jute. Le feu s'est rapidement propagé à la boiserie vernie du navire et aux matelas qui avaient été empilés à proximité. Les ouvriers ont fui l'incendie. Le Normandie disposait de systèmes anti-incendie, mais ceux-ci étaient désactivés pendant la rénovation. Cela a également retardé les appels aux pompiers. 12 minutes se sont écoulées avant que les pompiers de New York soient appelés. Les pompiers ont passé des heures à maîtriser l'incendie. Toute l'eau qui a été projetée sur les flammes n'a fait que faire pencher le navire. Il finirait par tomber sur le côté et resterait partiellement submergé dans des eaux peu profondes. Des rumeurs de sabotage ont vite circulé. On a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de l'œuvre de sympathisants allemands qui auraient, d'une manière ou d'une autre, réussi à s'infiltrer dans les équipes de travail.
Mais lorsque le FBI a organisé une reconstitution des événements que Derrick avait décrits, il a été possible de recréer les faits. Aucune action malveillante n'était nécessaire. Cela n'a pas empêché les rumeurs de circuler. Les Allemands n'étaient pas les seuls soupçonnés. Un gangster a affirmé qu'il était derrière l'attaque. Bien que cela ait été considéré comme un simple moyen d'améliorer sa réputation, il s'avérera plus tard que le parrain de la mafia, Lucky Luciano, avait élaboré des plans concernant le navire. Le sort du Normandie poussa la marine américaine à collaborer avec la mafia new-yorkaise pour protéger les quais et traquer ceux susceptibles d'aider les sous-marins allemands près des côtes américaines. Le SS City of Cairo était un navire à vapeur construit par la société Earls Shipbuilding and Engineering Company en 1915 après avoir été commandé par Ellerman Lines Limited de Londres. Il a été construit avec 2 ponts, 2 mâts, et une fois la construction terminée, il a été enregistré à Liverpool en Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire fut réquisitionné par le Royaume-Uni pour apporter des fournitures et soutenir l'effort de guerre. Le 1er octobre 1942, il entreprit ce qui allait être son dernier voyage sous le commandement de William A. Rogerson. Lui et son équipage avaient pour mission de faire naviguer le City of Cairo de Bombay, en Inde, jusqu'en Angleterre, mais pas avant d'être passé par Durban et le Cap, en Afrique du Sud, ainsi que par Pernambuco, au Brésil. Ils atteignirent le Cap sans aucun problème et partirent pour le Brésil vers 6 h du matin le 1er novembre de cette année-là. À bord, il y avait plusieurs passagers civils, 10 canonniers de l'armée et de la Royal Navy pour la défense, ainsi que 2 groupes de soldats indiens recrutés pour servir sur des navires britanniques. Il était chargé de fer, de bois, de laine, de coton, de minerais de manganèse et de 2000 caisses, toutes contenant des pièces d'argent. Le City of Cairo n'était en aucun cas un navire rapide puisqu'il ne pouvait atteindre que 12 nœuds et il avait des moteurs qui dégageaient énormément de fumée, ce qui réduisait fortement la visibilité depuis le bord. Cela le rendait aussi plus facile à repérer pour les navires ennemis. Malgré ces problèmes, le navire poursuivit sa route sans escorte et se dirigea vers le Brésil. Mais le 6 novembre, l'équipage du sous-marin allemand aperçut la fumée, et cette nuit-là, ils attaquèrent avec une torpille. Après ce coup direct et voyant qu'il n'y avait rien à faire, le capitaine du City of Cairo ordonna à tous de se préparer à abandonner le navire. Un signal de détresse fut envoyé alors que le navire coulait lentement. Mais 20 minutes après que la première torpille ait atteint sa cible, une autre fut tirée. Cela scella le destin du City of Cairo, et il sombra à environ 480 miles au large de la côte de Sainte-Hélène. Le capitaine du sous-marin ordonna alors de faire surface et il commença à parler aux survivants qui avaient réussi à monter dans les canaux de sauvetage. Il demanda comment s'appelait le navire, quelle cargaison il transportait, et si des prisonniers de guerre allemands étaient à bord. Après avoir obtenu les informations voulues, il abandonna les survivants, pensant qu'ils mourraient vite, et dit simplement « Bonne nuit, désolé de vous avoir coulé ». 207 personnes furent finalement secourues par d'autres navires qui traversèrent la zone après que les passagers, ayant réussi à monter à bord des canaux de sauvetage, eurent dérivé pendant 3 semaines. Le navire et les pièces d'argent qu'il transportait furent perdus, et comme personne ne savait exactement où il avait sombré, on pensait qu'ils étaient perdus à jamais. Mais en 2011, une expédition britannique appelée Deep Ocean Search a réussi à localiser l'épave à environ 1000 miles au large des côtes africaines. Ils ont pu récupérer environ 100 tonnes de pièces qui étaient restées au fond pendant 69 ans. Les roupies indiennes avaient été envoyées en Grande-Bretagne pour être fondues et soutenir l'effort de guerre. La majeure partie de l'argent récupéré a été envoyé au Trésor britannique où il a ensuite été fondu comme prévu. Mais une entreprise norvégienne appelée Samler Huset avait entendu parler de la récupération et a proposé d'acheter 2000 de ces pièces. Une fois cela fait, ils les ont restaurées avant de les proposer à la vente pour les collectionneurs. Chaque pièce devait être contrôlée, ce qui était difficile car beaucoup s'étaient agglomérés en amas au fond de la mer. Un nettoyage spécial a ensuite restauré l'argent et les collectionneurs ont saisi l'occasion de posséder un morceau d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En 1217, un crime troublant a choqué la ville de Philippe. La personne derrière l'attaque n'a été mentionnée que comme un mystérieux seigneur S. Même s'il semble que le pape lui-même savait exactement qui était le seigneur S, les historiens débattent encore de son identité et de ce qui l'a poussé à attaquer un archevêque dans sa propre église. Philippe était une ville du royaume de Thessalonique,
l'un des nombreux royaumes créés après la 4e croisade. En 1204, les croisés latins ont attaqué la ville de Constantinople dans le cadre de la 4e croisade. L'Empire byzantin passa en grande partie sous le contrôle de divers nobles d'Europe occidentale et devint l'Empire latin. Des prêtres catholiques furent installés à travers l'Empire. L'un d'eux était Guillaume de Rome, qui fut nommé archevêque de Philippe en 1212. Guillaume a peut-être eu un conflit avec les dirigeants locaux. Des conflits fréquents opposaient figures religieuses et séculières, notamment sur les biens et l'argent. Cela ne recoupait pas forcément le clivage entre les Latins et les Byzantins, même si la tension entre les deux groupes n'était pas rare. Mais Guillaume n'était pas considéré comme quelqu'un de particulièrement hostile, ce qui rendit les événements de 1217 encore plus choquants. Selon une lettre du pape, Guillaume était vêtu de ses habits épiscopaux, complets, et servait sa congrégation lorsqu'il fut traîné hors de l'église par un groupe d'assaillants. C'était un acte très public semblant envoyer un message. Le corps de Guillaume fut retrouvé plus tard dans un lieu immonde hors du cimetière. La lettre indiquait clairement que le seigneur S était à blâmer. C'était quelqu'un que Guillaume connaissait. Apparemment, ils avaient déjà eu des différends auparavant, mais ils étaient parvenus à une paix et avaient même prêté serment. Qui que soit le seigneur S, il avait rompu le serment et semblait vouloir montrer clairement que les actions de Guillaume ne seraient pas tolérées. Malheureusement, les lettres qui nous sont parvenues de cette époque ne donnent aucun détail sur ce que Guillaume aurait fait et offrent peu d'indices sur l'identité du mystérieux seigneur S. Mais l'homme a été excommunié, ce qui montre clairement que le seigneur S était au moins connu dans la communauté locale. L'année suivante, une autre lettre a mentionné l'attaque contre Guillaume. Mais cela n'a fait que rendre les choses plus confuses. Un groupe de prêtres était en désaccord sur un sujet et on leur avait demandé de se rendre dans une autre ville pour régler l'affaire. Mais personne ne voulait voyager car ils pensaient que c'était trop dangereux. Ils ont précisé que Guillaume avait été attaqué par des Bulgares et craignaient que cela ne leur arrive aussi. Non seulement il n'y avait eu aucune mention des Bulgares dans la première lettre, mais il semblait aussi que l'on croyait maintenant que l'attaque avait été quelque chose de totalement aléatoire. Plutôt que d'avoir été attaqué dans l'église, Guillaume avait apparemment été sur la route lorsqu'il a été pris en embuscade et aurait vraisemblablement perdu la vie lors d'un vol. Il est possible que les événements aient été exagérés juste après l'attaque et que l'histoire soit devenue confuse. Mais certains soupçonnent que le mystérieux seigneur S a réussi à s'en sortir après son crime, en rejetant ses actes sur des bandits. Il est aussi possible que les prêtres aient été mal informés sur la mort de Guillaume ou aient confondu son attaque avec une autre survenue sur la route. Le Musashi, un navire de guerre japonais, était l'un des plus grands jamais construits. Il était classé parmi les cuirassés de la classe Yamato de l'armée japonaise et a été officiellement mis en service le 5 août 1942. Le Musashi, ainsi que le Yamato, d'après lequel ce type de navire a été nommé, étaient considérés par l'armée japonaise comme les meilleurs cuirassés jamais construits et qu'ils seraient inégalés lors de tout conflit. Le Musashi était équipé de 9 canons de 18,1 pouces, soit 2 pouces de plus que les canons moyens trouvés sur les navires américains. Et chacun des obus de ces canons pesait environ 3200 livres. Un obus pouvait être tiré toutes les 40 secondes et parcourir jusqu'à 25 miles, ce qui était effectivement inégalé par les navires de guerre des autres pays à cette époque. Mais il y avait un problème avec ces deux navires. Ils étaient tellement lourds qu'il fallait d'énormes quantités de carburant pour les faire fonctionner. À cette époque, les réserves de carburant du Japon s'épuisaient. De plus, le gouvernement et l'armée japonais, ayant présenté ces navires comme les plus grands, seraient embarrassés s'ils étaient coulés. Par conséquent, il a été décidé qu'ils seraient utilisés avec parcimonie et seulement lorsqu'il serait certain que la guerre approchait de sa fin. En fait, le Musashi n'a été utilisé par l'armée que lorsqu'il était devenu évident que le Japon faisait face à une défaite certaine. En octobre 1944, ils ont appris que l'armée américaine prévoyait d'envahir les Philippines. Un plan de défense nommé Victoire a été élaboré et l'armée japonaise a utilisé pratiquement tout ce qu'il restait à la marine pour tenter d'empêcher cela. Le Musashi a été envoyé dans la région et ce qui a suivi est devenu connu sous le nom de la bataille du golfe de Leyte, mais la bataille ne s'est pas déroulée comme prévu. Le 24 octobre de cette année-là, le Musashi a été touché 36 fois et il a disparu sous les vagues. C'était la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale et la marine japonaise a été vaincue par des soldats américains et australiens.
Beaucoup avaient vu le Musashi sombrer, mais il n'a étrangement pas pu être localisé après la guerre. Tout cela a changé en 2015, lorsque Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, a annoncé qu'il avait enfin retrouvé le navire au large des côtes des Philippines. Il a publié plusieurs photos du navire reposant sur le fond marin sur ses comptes de réseaux sociaux, dont l'une montrait l'emblème de la famille impériale japonaise et la proue du Musashi. Il a aussi publié des photos de l'ancre géante du navire et d'une vanne trouvée lors de l'exploration de la zone avec son équipage à bord de son véhicule sous-marin. Il a précisé qu'elle avait été retrouvée à environ 800 mètres de profondeur après une longue recherche. Tout d'abord, Allen et son équipage ont réalisé une étude bathymétrique du fond océanique dans la zone où l'on pensait que le Musashi avait coulé. Cela a permis d'éliminer de vastes zones du fond océanique qui auraient pris beaucoup de temps à explorer en vain. Ensuite, un robot autonome a été envoyé pour rechercher des traces de l'épave disparue depuis environ 7 décennies. Une fois localisé, un véhicule télécommandé équipé de caméras a réussi à filmer l'épave et il a finalement été confirmé que le Musashi avait été retrouvé. Allen s'intéressait à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale depuis longtemps et sa découverte du Musashi signifiait qu'il faisait désormais partie de cette histoire, même si ce n'était que dans une moindre mesure. La bataille de Brunanburh en 937, où le roi anglais Athelstan a vaincu une coalition des rois d'Écosse, de Dublin et de Strathclyde, fut un moment clé de l'histoire anglaise, assurant le règne d'Athelstan et consolidant le royaume anglais unifié. Mais son emplacement exact reste inconnu. Athelstan, petit-fils d'Alfred le Grand, avait unifié l'Angleterre. En 937, après une invasion controversée de l'Écosse par Athelstan en 934, Constantin II d'Écosse, Owain de Strathclyde et Einar de Dublin, anciens chefs vikings de York, lancèrent une invasion de l'Angleterre pour reprendre les territoires perdus. Le lieu de débarquement de la flotte d'Einar et les premiers mouvements des forces alliées restent un mystère. Athelstan affronta les envahisseurs lors d'une bataille acharnée, décrite par les chroniqueurs comme l'une des plus sanglantes de l'histoire anglo-saxonne. Athelstan gagna, malgré de lourdes pertes des deux côtés. Einar s'enfuit à Dublin. Constantin perdit son fils et abdiqua, et on pense qu'Owain est décédé. La victoire d'Athelstan a assuré son pouvoir incontesté. Le nom Brunanburh n'existe plus aujourd'hui, et les sources historiques sont contradictoires. Les interprétations du nom suggèrent soit le fort de Bruna, soit le fort près du ruisseau. Les lieux suggérés vont du Wirral, en se basant sur des artefacts de métallurgie à diverses régions du Yorkshire, du Cambridgeshire et du sud de l'Écosse. Malgré des recherches continues, ce mystère historique ne sera peut-être jamais résolu. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.